Bonjour à tous. J'ai beaucoup hésité avant de publier sur ce site. Tout d'abord, sachez que je prends de gros risques en décidant de rendre public le témoignage qui va suivre. Non pas que je redoute les représailles contre ma propre personne, mais j'ai une famille. J'ai donc longuement pesé le pour et le contre. Ensuite, je suis conscient qu'il y a de fortes chances pour que vous ne me preniez pas au sérieux. Après tout, qu'est-ce qu'une creepypasta ? Sinon 95% de fiction et 5% de réalité. Beaucoup crieront au fake, et je ne peux pas leur en vouloir. Quand on est confronté de loin à l'horreur, on cherche inconsciemment à se persuader qu'elle n'existe que dans l'esprit des autres. C'est plus réconfortant. Cela dit, j'ai fini par me convaincre que le choix de ce site était le plus pertinent. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ailleurs, mes publications auraient été trop exposées au regard malveillant. On me surveille. Ici en revanche, je pense être à l'abri, car mes relations de travail ne fréquentent pas ce genre de site. Et de toute façon, je pourrais toujours prétendre en cas de difficulté que mon témoignage est une creepypasta, et que par conséquent, il est fictif. Maintenant, qu'est-ce qui me motive à prendre autant de risques ? À vrai dire, mon objectif est de dénoncer des activités criminelles qui sont l'œuvre d'un groupement organisé et hautement sophistiqué. À l'heure qu'il est, les auteurs de cette organisation sont toujours en liberté, et continuent à se livrer à leur commerce contre nature. Et cette idée m'est insupportable. Du coup, et même si je sais que bon nombre d'entre vous m'écouteront avec scepticisme, je m'adresse à la minorité, que je ferai douter. Toute aide sera la bienvenue. Si vous détenez ou pensez détenir des informations qui permettraient d'identifier les personnes du récit qui va suivre, je vous prie de bien vouloir me contacter en MP. Je veillerai également à lire tous vos commentaires et à y répondre si besoin. Maintenant, permettez-moi de me présenter brièvement. Jusqu'à une période très récente, j'étais commissaire de police dans un petit commissariat de province, dont je tairai le nom pour d'évidentes raisons de confidentialité. Je bossais à la brigade de protection de la famille, plus communément appelée brigade des mineurs. Mais j'ai longtemps été affecté à la brigade criminelle. J'étais alors un abonné aux découvertes macabres et autres dossiers qui vous empêchent de dormir la nuit. Je ne pourrais évidemment pas dire qu'on s'y habitue, mais bon, on apprend à vivre avec, et à construire sa propre coquille professionnelle. Celle qui vous empêche de trop vous impliquer émotionnellement dans vos enquêtes. Des cellules psychologiques sont mises en place et nous permettent de tout déballer. Ça fait du bien, mais sans plus. Bref, tout ça pour vous dire que l'horreur, on finit par vivre avec. Seulement voilà, cette année de bons et loyaux services à la crime m'ont permis de catégoriser les dossiers morbides selon leur degré d'immoralité. Je précise qu'il s'agit d'un classement fictif issu de mon seul ressenti, et non d'une statistique officielle. En bas de l'échelon, on retrouve la criminalité ordinaire. Meurtre, empoisonnement, viol. C'est insupportable bien sûr, mais très courant et assez classique. Au niveau intermédiaire, viennent les aggravations. Les crimes précités sont alors commis sur des mineurs, des handicapés ou des personnes âgées. Parfois, dans des conditions sordides. Enfin, au niveau ultime, on assiste à des aberrations. Démembrement à la tronçonneuse, étranglement de la victime avec ses propres viscères, ou encore autocannibalisme. Ce dernier niveau regroupe les cas les plus atroces, et heureusement les plus rares. Toute ma carrière s'est ainsi construite autour de ces trois catégories de ressentis. Pourtant, lorsque l'affaire Guidol est survenue, j'ai dû me rendre à l'évidence. Il existait une catégorie supplémentaire, la plus élevée dans l'échelle de l'insupportable. Je l'ai nommée l'innommable. Cette catégorie est si invraisemblable qu'elle ne contient que l'affaire précitée. Celle dont je vais vous parler maintenant. Il n'y a pas si longtemps, j'étais de permanence de nuit. Mon équipe et moi avons été contactés par le CIC, Centre d'information et de commandement, le fameux 17, police secours. Ils avaient reçu un appel inquiétant d'une fillette en pleurs, qui expliquait que son papa l'avait punie avant de quitter la maison familiale en la laissant toute seule. Sa mère était décédée et elle vivait sous la garde exclusive du père.
La petite affirmait que l'intéressé n'était pas revenu depuis plusieurs heures, et qu'il ne lui avait donné aucune information sur son éventuel retour. Il n'avait pas non plus pris la peine d'emmener son smartphone avec lui. Craignant un abandon d'enfant, une équipe a été dépêchée sur place afin de vérifier le sérieux des déclarations de la fillette. Les canulars sont très fréquents parmi les appels du 17. Au passage, elle disait s'appeler Sarah. Une fois arrivés sur les lieux, les collègues ont frappé à la porte du domicile, à l'adresse indiquée lors de l'entretien téléphonique. La jeune Sarah n'a pas tardé à ouvrir la porte, mais elle affichait, selon le 17, un air fragile et très craintif. Et surtout, elle présentait des ecchymoses au niveau du visage, sous les yeux. Suspectant la présence de blessures plus graves sur d'autres parties du corps de la victime, ceux du 17 ont fini par contacter mon équipe afin de passer le relais. Nous nous sommes empressés de nous rendre sur les lieux. Dès que mon regard s'est posé sur Sarah, j'ai tout de suite eu des bouffées de rage. Voir cette gamine de 8 ans, blondinette aux yeux bleus, marquée par des traces certaines de coups, apeurée et angoissée à l'idée de ne plus revoir son père qui la battait, me révoltait. Si je retrouvais ce fumier, je n'aurais aucun mal à commettre ce que nos bons journalistes appellent communément une bavure. Toujours est-il que les traces de violence étaient là, et j'ai donc décidé d'agir en flagrance. Cela signifie que j'avais suffisamment d'indices apparents en ma possession pour perquisitionner le domicile du père de Sarah, toujours absent. N'ayant pu joindre téléphoniquement ni le propriétaire des lieux, ni son entourage, j'ai fait appel à 2 voisins pour assister à la fouille de la maison, conformément à la loi. Pendant que mon équipe débutait son inspection dans le hall d'entrée de la demeure, je me suis envoyé à rassurer la petite Sarah sur nos intentions. Je lui ai déclaré que son papa allait revenir, que nous étions justement là pour le retrouver, et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Ce pauvre petit être grelotté de terreur à l'idée d'être corrigé par son géniteur. Car elle avait appelé la police, et papa n'aime pas quand je parle avec les étrangers. Je lui ai répondu que c'était une bonne chose de se méfier des étrangers, qu'on pouvait y remédier et faire connaissance. Je lui ai dit mon nom, et je lui ai montré une photo de mon fils de 9 ans, glissée dans mon portefeuille. Je lui ai dit que je n'étais plus un parfait inconnu, et qu'elle savait comment je m'appelais, et qu'elle savait que j'étais un papa, et que je travaillais dans la police pour protéger les personnes comme elle. Je pense que ça l'a un peu rassurée. Elle m'a adressé un petit sourire timide, et s'est essuyé les larmes qui coulaient sur ses joues. Je lui ai alors demandé si elle savait pourquoi son père avait quitté la maison subitement, et c'est là qu'elle a commencé à me parler de Hugidol. Ce terme n'est pas sorti de sa bouche. Je l'ai découvert peu après. Sarah m'a raconté que son anniversaire approchait. La veille, elle avait vu son père descendre dans la cave avec un gros paquet dans les mains. Ça l'avait rempli de joie. Elle savait que c'était son cadeau. Bien sûr, elle savait aussi que son papa n'accepterait jamais qu'elle ouvre sa surprise avant la date d'anniversaire. En plus, la cave lui était interdite, car elle contenait un certain nombre d'objets tranchants qui pourraient la blesser. De toute façon, c'était elle dit jusqu'à présent, cela lui convenait parfaitement, puisqu'elle avait peur des caves, ces endroits sombres, et qui sentaient mauvais. Oui mais voilà, l'envie était trop forte ce matin-là, et elle avait fini par s'échapper à la vigilance du père, alors captivée par une retransmission d'un match de foot. Elle était descendue dans les escaliers qui menaient à la fameuse cave. L'obscurité lui faisait peur, mais elle pensait très fort à son cadeau, et ça lui redonnait du courage. Elle a couru jusqu'en bas des marches, en un temps record, et fut pleinement récompensée. Le gros paquet se tenait là, sur le sol, au milieu de la pièce. Il était gros, si gros. C'était sûr, il pouvait contenir une énorme peluche ou une locomotive avec ses rails et sa gare de départ. Bon, elle serait peut-être punie pour avoir déballé sa surprise en cachette, mais ça en valait la peine. Elle avait donc déchiré précipitamment le carton, et s'était aperçue que l'objet à l'intérieur était emballé dans du plastique avec des bulles. Note à part, j'ai appris que bien plus tard, lors de la garde à vue du père, qu'on a fini par retrouver, que Sarah s'était mise à hurler dans la cave. Le père, au courant de ce que sa fille venait de faire, l'avait finalement remontée et punie, et pour finir, était parti en trompe de chez lui et n'emmenant que ses clés de voiture. Revenons-en au récit. À ce stade, j'ai demandé à Sarah ce que contenait le paquet. Mais elle s'est recroquevillée devant moi, et on aurait dit qu'elle faisait une crise de tétanie. Elle était incapable de m'en dire plus, et j'ai ordonné à une collègue
de venir la rassurer à ma place, afin que je puisse inspecter l'habitation. Sarah, toujours muette, s'était mise à tendre ses bras chétifs et à désigner une porte qui faisait le coin, au fond du couloir d'entrée. Elle serrait les dents, mais se raidissait. J'étais habitué à ce genre de réaction, et j'ai vite compris que quelque chose l'avait terrorisée dans cette cave. J'ai donc pris un collègue avec moi, et j'ai ouvert la fameuse porte qui menait aux escaliers descendants. La pièce sentait bien évidemment l'humidité, l'éclairage au néon était tamisé, et la lampe clignotait incessamment. La représentation classique d'une cave en somme. Après avoir effectué quelques pas, j'ai effectivement découvert un paquet en carton au milieu de la pièce. Déballé et assez grand pour contenir un grand vase. Détail particulier, chaque côté du carton était percé de plusieurs petits trous. Mais le paquet était vide. Au fond du lieu, il y avait une petite table sur laquelle était posé un ordinateur portable, caché par la noirceur de l'endroit. Le PC était en veille, et j'eus facilement accès à la session du père, un certain Mitch. Ce dernier n'avait visiblement pas pris soin de verrouiller sa machine avec son mot de passe. Pratique pour nous, nous n'aurions peut-être pas besoin de réquisitionner un technicien informatique. Une seule page était ouverte sur le bureau. Quand j'ai cliqué dessus, je me suis aperçu qu'il s'agissait de sa messagerie Outlook. Son dernier mail, reçu d'un expéditeur inconnu, indiquait en anglais que son transaction avait été validée et qu'il recevrait sa commande Hugidol prochainement. La note était signée RRC, sans autre précision. Pas terrible comme piste. Je voulais effectuer une recherche internet, mais le réseau manquait. Et il a fallu que je remonte au rez-de-chaussée avec mon collègue pour vérifier si je pouvais obtenir quoi que ce soit d'intéressant à propos de RRC. Avant d'entamer une recherche, mon collègue prénommé Frank m'a interpellé. Il a fait un rapprochement entre le mot doll, poupée en anglais, et l'acronyme RRC. Il m'a dit qu'il pensait savoir de quoi il s'agissait, et que c'était clairement une cyberescroquerie bien tordue. Frank a une bonne expérience en matière de cybercriminalité, et a passé un temps fou sur le dark web il y a quelques années. Quand je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là, il m'a expliqué qu'il était fort probable que l'expéditeur du mail soit un escroc qui s'inspirait d'une creepypasta pour plumer des acheteurs à la sexualité dérangée. Il a commencé à me raconter une histoire abominable, une sorte de légende urbaine selon laquelle un forum du web profond surnommé RRC, pour communauté du vrai viol, regroupait des membres dérangés qui promouvaient les viols et tortures sur mineurs. Selon cette légende, l'un des membres de ce forum avait publié un post où il racontait être un chirurgien yougoslave qui était en mesure de fabriquer des sextoys humains avec des vrais enfants vivants. Selon ses dires, il kidnappait des orphelins, les enlevait, leur enlevait les bras, les jambes, arrachait leurs dents et leurs cordes vocales, et les rendait aveugles pour, bref, en faire de véritables petits esclaves sexuels. Évidemment, il s'agissait d'une creepypasta, et donc très certainement d'une fiction. Frank n'a jamais pu trouver un tel forum sur le Deep Web, malgré le fait qu'il existe une mention du RRC sur l'IDNWiki, le Wikipédia du web profond. Frank en arrivait donc à la conclusion que l'expéditeur du mail était un escroc qui se servait de la creepypasta du chirurgien yougoslave pour arnaquer des malades mentaux comme Mitch, le père de la petite Sarah. S'il avait raison, l'affaire allait s'avérer plus grave qu'un simple abandon d'enfant. On serait certainement amené à contacter une cyberpatrouille. Et je n'ai pas eu le temps d'approfondir mes réflexions, ni d'entamer des recherches sur le père de Sarah, car des hurlements ont soudain jailli de la cave. J'ai instantanément reconnu la voix des deux voisins, que j'avais emmenés ici comme témoins. Frank et moi, on s'est bien sûr précipités dans le sous-sol, l'arme de service au poing, prêt à se défendre contre toute menace. Quand je me suis retrouvé à nouveau dans la pièce humide, devant le paquet vide, je n'ai d'abord rien vu. Le faible éclairage n'aidait pas, et je n'arrivais à apercevoir que les pas précipités des voisins, qui se sont empressés de quitter la cave en me bousculant violemment au passage. J'ai tout de suite demandé à Frank s'il comprenait ce qui se passait, et c'est à ce moment qu'il m'a désigné du doigt le fond de la pièce, plongé dans les ténèbres. La terre avait été remuée depuis notre première visite, et quelque chose qui était jusqu'à présent enfoui remontait à la surface. Je me suis agenouillé pour y regarder de plus près. Il s'agissait d'une couche pour enfants usagés. Je restais perplexe. C'était sans aucun doute dégoûtant, mais de là à pousser des cris et à fuir comme l'ont fait mes témoins.
J'allais demander poliment au voisin de redescendre pour poursuivre la visite des lieux, quand la terre s'est soudainement mise à vibrer près de la couche usagée. Du peu que je discernais au premier abord, on aurait pu penser à un petit chien enterré sous la terre mais qui cherchait à en sortir. Mais non. On était face au contenu du paquet, face à ce que Sarah avait découvert en ouvrant ce qu'elle croyait être son cadeau, face à Eugidol. Je vais essayer tant bien que mal de vous décrire la scène qui s'en est suivie, mais c'est très dur pour moi de revivre mentalement cet instant. Je le fais uniquement pour retrouver les monstres qui ont fait ça, et les mettre hors d'état de nuire. Cette chose meurtrie qui sortait du sol de la cave sous nos yeux exorbités avait été ensevelie à la va-vite par Mitch, avant son départ précipité. Quand il avait réalisé que Sarah était tombée sur son paquet, il avait essayé d'enterrer la chose qui s'y trouvait. Je ne devrais même pas la désigner comme une chose, car il s'agissait bien d'un être humain. Mais c'est comme ça que j'ai qualifié intérieurement la première fois que je l'ai vue. Une chose surgissant du sol, et rampant comme un serpent, en grésillant. Eugidol. En fait, on avait devant nous un buste humain vivant, simplement relié à une tête défigurée. Ni bras, ni jambes, mais des moignons mouillés de pu en guise de membres. Le corps agité était brûlé à 60% de surface. Et des lambeaux de chair pendaient encore, par-ci, par-là. Du vagin lacéré pendait un cordon ombilical couvert de poussière, rattaché au reste d'un fœtus de 5 mois en état de décomposition. Mais je crois que le pire, c'était la tête de la malheureuse victime. Elle n'avait plus ni cheveux, ni oreilles, ni nez. La peau du visage avait été intégralement retirée, et les muscles rougeoyants étaient clairement apparents. La victime avait eu les yeux arrachés, et on avait placé dans des orbites creuses des yeux de verre grossièrement peints, comme ceux d'une poupée au regard exorbité. Quant à ses dents, elle n'en avait plus. Mais ses mâchoires inférieures et supérieures étaient reliées par plusieurs fines tiges de métal qui se dressaient à la verticale. Pensez au fanon d'une baleine et vous aurez une idée du résultat. Le corps dans son ensemble réussissait à se déplacer lentement à la surface de la cave, la victime parvenant à avancer en prenant appui sur son menton. Par des mouvements de tête répétitifs, elle arrivait tant bien que mal à transporter son tronc, duquel pendait le fœtus. J'étais peut-être flic, mais rien ne m'a fait former cet épouvantable spectacle. J'ai été incapable de bouger ou de réagir, incapable de penser. Je ne pouvais qu'assister, impuissant, aux tentatives de la poupée humaine de gravir la première marche de l'escalier de la cave avec son menton. Elle grésillait de douleur, mais ne parvenait jamais à monter plus d'une marche. Dans une dernière lamentation lugubre, le petit buste s'est finalement laissé retomber au sol. La chose venait de mourir. Franck a été le premier à retrouver la maîtrise de ses mouvements et a immédiatement décidé d'appeler les secours. Après avoir consigné l'ensemble de mes observations en procès-verbal, je fus mis d'office en arrêt maladie, avec l'obligation de consulter régulièrement un psychiatre. Cela n'a rien changé. Toutes les nuits, je me réveille en sueur avec l'image parasite de ce tronc meurtri, rampant en l'aide de son menton. Au début, le souvenir de la victime m'effrayait. Son aspect d'épouvante faisait naître de la peur en moi. Mais avec le temps, la peur a laissé place au déchirement et à la peine. Je ne sais même pas imaginer ce qu'avait enduré ce petit être défiguré, amputé et torturé, transporté dans un carton avec des trous pour qu'elle respire, et une couche pour qu'elle se soulage. Elle avait dû accoucher pendant le transport en conteneur. Elle n'avait d'autre choix que de rester liée jusqu'à sa mort, à sa progéniture moisie. Malgré toute sa souffrance, elle avait essayé jusqu'au bout d'avancer, de fuir, de monter ses marches. Du mieux qu'elle pouvait, elle luttait. Et moi je la regardais bêtement, incapable d'agir. Cette idée m'est insupportable. J'ai très vite fait une dépression et les traitements sont devenus inutiles. Je ne cesse de pleurer, je m'en veux.
J'ai appris que des tests biologiques avaient été effectués sur la victime. Elle avait 11 ans quand elle a rendu l'âme, dans cette cave, sous mes yeux. À ce jour, on n'en sait pas plus sur son identité. Le père de Sarah, Michel Dors, a été retrouvé à la frontière suisse. Il a consenti à s'expliquer sur les circonstances de son départ de chez lui. Mais n'en a pas dit plus. Il s'est réfugié derrière son droit au silence jusqu'au bout. Pire encore, le procureur a décidé de classer cette affaire sans suite. De toute ma carrière, je n'avais jamais vu ça. On avait le corps d'une jeune fille de 11 ans qui avait été torturée et vendue au suspect. C'était plus que suffisant pour ouvrir une instruction. Mais le procureur n'a rien voulu savoir. Ceux de mes collègues qui ont poussé une gueulante ont été sévèrement rappelés à l'ordre. L'affaire n'a jamais été ébruitée. Pas de fuite dans les médias. Pas de communiqué de presse. Le silence absolu. Ma hiérarchie m'a fait promettre de passer à autre chose. Mais j'ai préféré démissionner de la police. J'ai le sentiment d'être sur écoute. On me surveille. Jamais je ne pourrai m'enlever les images de la tête. Le calvaire de cet enfant, qui a été réduit en état d'objet et surnommé Guidole. Le père de Sarah était simplement reconnu coupable de violence sur mineur et n'a écopé que de sursis, assorti d'une interdiction de prendre contact avec sa fille. Il a quand même été déchu de son autorité parentale. Sarah, quant à elle, a été placée dans une famille d'accueil qui apparemment la traite correctement. Je n'en sais pas plus. Si, une dernière chose, et pas des moindres. Après ma démission, Franck a continué à me tenir informé des avancées de l'affaire Guidole, avant qu'elle ne soit classée sans suite. Et la dernière découverte qui avait été faite m'a achevé. Ce qui suit est un échange de mails retrouvé sur l'ordinateur de Mitch et adressé à RRC un an avant l'envoi de la commande. Et je vous lis ce qui est écrit. Pour répondre à votre précédente question, je vous confirme que je n'ai plus aucune attache avec le dit colis. Les quelques mois passés en sa compagnie ont fini par me lasser. C'est donc sans aucun regret que je consens à m'en séparer, afin que vous l'optimisez. Je suis conscient des risques de la fabrication, et je suis prêt à passer outre. De toute façon, je n'avais obtenu cette marchandise sur le marché noir que pour mieux vous la confier. Personne n'est au courant, ma femme est morte et ma fille Sarah ne sait rien. J'ai hâte de jouer avec la poupée améliorée que vous vous apprêtez à confectionner à partir de ce que je vous ai envoyé. Mes seins s'en palpitent d'avance, dans l'attente de votre retour. Bien cordialement, Mitch. Vous avez sans doute entendu parler de l'application de streaming Disney+. C'est comme Netflix, mais c'est un catalogue qui ne propose que du contenu Disney, Pixar et compagnie. Dessus, vous pouvez regarder tout ce que vous aimez, en partant de Star Wars jusqu'à Blanche-Neige. Mais savez-vous qu'il existe des fonctions cachées sur ce service? Je suis sûr que non, parce que Disney ne l'a pas crié au public. Ces services permettent de lire des contenus pour un public plus adulte. Je ne dis pas que les films Disney sont pour les enfants, je dis juste que les enfants ne voudront pas voir des épisodes où l'on voit Mickey se faire torturer par Donald par exemple. Comment moi je le sais? C'est parce que j'ai un ami qui travaille chez Disney, et qui a conçu le service. Et il m'a dit que certains des développeurs ont fait exprès de mettre ces fonctionnalités secrètes pour les vrais fans de Disney, pour voir les épisodes perdus comme le suicide de Mickey. Il m'a dit comment faire. C'est assez simple en réalité. Je vais vous dire comment faire. Donc téléchargez l'application. Une fois celle-ci installée, entrez vos identifiants. Une fois fait, c'est simple. Vous êtes sur la page d'accueil. Il vous suffit d'aller sur la case avec la loupe pour rechercher le titre que vous souhaitez. Dans cette case, il faut que vous tapiez 1923-1966. Ça va vous indiquer qu'il n'y a aucun résultat, ce qui est normal. Vous devrez ensuite éteindre l'application et la relancer. L'accueil sera ordinaire, sauf qu'il y aura une autre catégorie à côté de l'onglet Originaux. Cet onglet s'appelle Lost. Il contient des tas de dessins animés perdus et d'épisodes bizarres. Vous pouvez même y retrouver les autopsies de Walt Disney et alors voir qu'il a bel et bien été congelé. Moi-même, j'ai eu du mal à y croire. Mais quand je l'ai essayé, ça a fonctionné. J'ai lancé le premier épisode de Mickey, intitulé Mickey mange. Eh bien le titre n'est pas mensonger. On voyait Mickey, en vieille version,
qui mangeait le reste de Dingo, tout en faisant des horribles bruits ASMR. L'épisode durait une 40aine de secondes. C'est assez difficile à regarder. Je vais vous parler d'un deuxième épisode. Par exemple, le 33, les calvaires de Minnie. Dans cet épisode, on y voyait Minnie qui venait de rompre avec Mickey apparemment. Elle était triste, elle pleurait. Elle est partie chez elle et a commencé à se mutiler. Le sang était très réaliste, ainsi que les pleurs. Pour finir, je vais vous parler du cultissime suicide de Mickey. Cet épisode est le vrai. On y voit Mickey marcher et devenir de plus en plus triste et de plus en plus bizarre, jusqu'à un moment où il se tire une balle. Des épisodes comme ça, vous en avez des centaines. Pour le moment, il y en a 163. Je suis sûr que Disney va étoffer le catalogue. Peut-être avec la Reine des Neiges ou Coco. Je n'ai pas fait attention s'il y en avait avec eux. Par contre, si vous essayez, ne laissez pas les enfants regarder ces épisodes. C'est très dangereux pour leur état mental. Jamais je n'aurais pensé un jour prononcer ces paroles. Je ne sais même pas par où commencer. Il y a tant à dire. Les challenges débiles sur Internet. C'est ça le problème. Les plus jeunes d'entre nous sont pour beaucoup d'entre eux assez influençables par leurs idoles qu'ils voient sur YouTube ou Instagram ou TikTok. Comme le Momo Challenge. Encore ça, c'était plutôt soft. Parce que le pire d'entre tous ces challenges dangereux, c'était le Blue Wall. Je ne vais pas vous parler de tout ça. Je veux simplement vous mettre en garde. Si vous avez des enfants, si vous êtes jeune ou même curieux, ne faites jamais le Puka Challenge. Je sais que ça a l'air ridicule, mais ce challenge est dangereux. Le Puka viendra réellement. Ma fille l'a invoqué. Elle avait 16 ans. Elle était au lycée. Et elle adorait regarder ce genre de conneries avec ses copines. À cette époque, je ne m'y connaissais vraiment pas. Toutes ces légendes, ces challenges, ces creepypasta. Je n'y prêtais aucune attention. Un jour, Alice est rentrée du lycée avec des yeux tout rouges. Comme si elle avait pleuré pendant longtemps. Je lui ai demandé ce qu'elle avait, si quelqu'un lui avait fait du mal. Mais pour toute réponse, elle m'a envoyé chier. Et elle est montée dans sa chambre en claquant la porte. Je n'ai pas su comment réagir. Sa maman n'étant plus de ce monde depuis ses 8 ans. Je ne m'étais pas remarié, j'étais son seul parent. Et je dois avouer que son âge commençait à me faire peur. La crise d'adolescence, je savais pas comment j'allais la gérer. Je l'ai donc laissé dans sa chambre jusqu'au dîner. J'ai été taper à sa porte pour lui dire que le plat était prêt. Et j'ai eu un choc. Alice était debout sur son lit, figée, en train de regarder le miroir face à son lit. Les yeux retournés, à un point où on ne voyait que le blanc. Ses poignets étaient en sang. Sa bouche aussi. Cette vision m'a terrifié. Je suis resté quelques secondes immobile avant de réagir et de courir la prendre dans mes bras et de l'allonger sur le lit. C'était un des pires moments de ma vie. Ma fille ne revenait pas à elle. J'ai dû lui donner des petites claques en hurlant son prénom. Elle a enfin ouvert les yeux et elle m'a serré dans les bras en pleurant. Je lui caressé les cheveux en lui disant que tout allait bien, que j'étais là pour elle, pour l'aider. C'est là qu'elle s'est reculée de moi et elle m'a dit que je ne pourrais pas l'aider, que personne ne le pourrait, que je ne la croirais pas, qu'elle était fichue et qu'elle devait mourir. Je lui ai demandé pourquoi elle disait ça, et elle m'a répondu que le Puka la harcelait sans arrêt, et depuis au moins une semaine. Et je n'ai pas su quoi répondre, je ne savais même pas ce que c'était un Puka. Et quand je lui ai demandé, elle s'est remise à pleurer, en me disant que c'était un monstre. Je l'ai consolée comme j'ai pu, puis je l'ai emmenée dans la salle de bain pour nettoyer ses plaies. Par chance,
Ce n'était pas profond, mais encore une fois, j'ai eu un moment d'hésitation. Ce n'était pas avec un couteau, un rasoir ou un ciseau qu'elle s'était blessée au poignet, mais avec ses dents. Elle avait voulu se trancher les veines avec ses dents. Je lui ai demandé pourquoi elle avait choisi cette méthode, et elle m'a répondu que c'était le Puka qui lui avait dit de le faire comme ça. Et que de toute façon, cette chose recommencerait jusqu'à ce qu'elle meure. Je me suis dit, idiotement, qu'elle devait délirer, et que je ne laisserais pas cette chose lui faire du mal. Puis j'ai été la mettre au lit, et je suis resté avec elle à sa demande. Lorsqu'elle s'était enfin endormie, j'ai été boire un verre d'alcool assez fort, tout en regardant par la fenêtre. Ce qu'il venait de se passer m'avait un peu chamboulé. Alors que je regardais par la fenêtre, j'ai cru apercevoir une sorte d'animal sur la pelouse, en train de regarder notre maison. C'était trop gros pour être un chien. Je me suis approché, et j'ai cru voir un bouc. Je ne revenais pas. Qu'est-ce qu'un bouc faisait dans notre jardin? L'animal est resté sur la pelouse de longues minutes, à fixer du regard notre maison, avant de faire demi-tour et de marcher le long de la route, déserte. J'ai bu le fond de mon verre à sa santé, et j'ai espéré qu'un conducteur ne le percute pas. Le Puka va revenir. Il veut ma mort. Le Puka. Le Puka. Je repensais à ces paroles, et j'étais intrigué. Je me suis dit que ses copines devaient savoir ce qu'était ce Puka. J'ai donc été chercher son portable, et j'ai commencé à chercher. Dans les messages, et je n'ai rien appris, sauf qu'elle avait un petit ami. J'étais à la fois ému et j'avais un peu peur. Ma fille grandissait trop vite. C'est au moment de ranger son téléphone que j'ai voulu voir à quoi ressemblait son copain. J'ai donc ouvert le dossier photo. Je sais que ça ne se fait pas, mais je suis très curieux. Mais étrangement, il n'y avait qu'une seule photo. Elle et ses deux amis, autour d'un feu de camp en pleine nuit. Cette photo devait dater de la semaine juste avant celle-ci, car elle était partie chez Samia, sa meilleure amie, et elles avaient prévu de faire de la randonnée. Je n'étais pas rassuré, mais je ne pouvais pas l'empêcher de vivre. Mais ça ne m'expliquait pas pourquoi il n'y avait que cette photo, c'était bizarre. J'ai cherché partout dans ce téléphone, mais il n'y avait rien d'autre. J'ai donc remis le téléphone où il était, puis j'ai été m'installer devant mon PC. Et j'ai tapé Puka. J'ai de suite eu des résultats, mais je comprenais pas trop. J'ai donc parcouru les pages jusqu'à ce que je tombe sur un article intitulé « Accomplissez le Puka Challenge ». Curieux, j'ai cliqué sur l'article. L'article expliquait comment faire ce challenge. D'après eux, pour faire apparaître une créature, qui accorderait un vœu à chacun la réveillant. C'était n'importe quoi. Mais j'ai quand même continué à lire. C'était fort probable que ma fille a fait ce stupide jeu, et qu'elle ait pris peur. D'après le site, il fallait simplement se mettre devant un miroir à la nuit, et avoir en main un morceau de papier avec écrit dessus « Puka ». Puis quand 2h du matin sonnerait, il faudrait allumer une bougie, et regarder fixement le miroir pendant au moins 1 minute, puis avaler le papier, ensuite souffler sur la bougie, et normalement, le Puka serait à la place du reflet de celui qui l'a invoqué. Il aurait la forme d'un gobelin ou d'une personne aimée, mais avec des oreilles d'animaux et une queue de cheval. J'ai refermé l'ordinateur, c'était complètement nul, et irréaliste. Bien que je me disais qu'Alice aurait bien pu essayer avec ses copines pour s'amuser. Je n'avais qu'une personne à qui demander s'il connaissait cette créature, du nom de Puka. C'était Nolan, un de mes amis. Il aimait tout ce qui était paranormal, surnaturel, et il collectionnait des tas d'objets et livres sur le monde occulte. Je me disais qu'il pourrait sans doute m'éclairer. J'ai regardé l'heure, il était presque minuit. Mais Nolan ne devait certainement pas dormir. Je savais qu'il aimait rester éveillé tard pour étudier la nuit. Il a été assez rapide à décrocher. Allô Nolan? Comment tu vas? Ça va et toi? Bah pourquoi tu m'appelles si tard? Quelque chose ne va pas? Je ne sais pas en réalité. Dis-moi, tu as déjà entendu parler de Puka? Puka? Ouais, j'ai déjà lu des trucs dessus. Pourquoi? Tu ne vas pas me croire, mais il existe un défi pour invoquer cette chose. Les jeunes s'amusent à faire ce challenge, et ils croient que si ce Puka vient, il va leur réaliser un vœu. C'est n'importe quoi. Ils savent plus quoi inventer, et en plus c'est totalement faux. Qu'est-ce que tu veux dire? Le Puka n'exauce pas de vœux. C'est pas un génie, c'est une créature assez spéciale, mais je doute que tu veuilles que je te fasse un exposé. Ah si, ça m'intéresse. Dis-moi tout ce que tu sais sur ce Puka.
Est-ce qu'il est dangereux? Ouais, enfin, ça dépend des légendes. Certains disent qu'il est bénéfique, d'autres maléfique, mais en aucun cas il exauce des vœux. Mais sur internet, ce challenge le dit clairement. Faut pas croire tout ce que tu vois sur internet. C'est une créature, la plupart du temps en forme de bouc ou de chien, et elle adore jouer des tours aux humains. Je n'en sais pas énormément dessus, c'est une légende irlandaise, et j'avoue ne pas m'être penché particulièrement sur le sujet. En forme de bouc. Il y avait un bouc sur ma pelouse tout à l'heure. Écoute, tu sais comment faire partir ce démon? C'est pas un démon, c'est une créature. Et non, j'en ai pas la moindre idée. On peut pas l'invoquer normalement, donc ne t'en fais pas. Tu sais, ces choses n'existent probablement pas. Ouais, mais c'est bizarre. Mais pourquoi tu poses toutes ces questions? Je te raconterai ça une autre fois. Je dois te laisser, à plus. Attends. Je sais seulement que si vraiment un Poukas s'amuse avec un humain, ce dernier a de fortes chances de pas vivre longtemps. Donc je sais pas dans quoi tu t'es embarqué, mais s'il te plaît, fais attention. T'inquiète. Allez, je te laisse. Au moment où j'ai raccroché, j'ai entendu un hurlement dans la chambre de ma fille. J'ai alors lâché le téléphone et j'ai couru voir ce qu'il se passait. Et j'ai vu ma fille qui se débattait contre un gros chien. Je me suis jeté sur le chien et j'ai essayé tant bien que mal de lui donner des coups de poing pour qu'il lâche ma fille. Ce qu'il a fait au bout de quelques secondes. Ma fille en a profité pour se cacher derrière moi. Le chien était sur ses pattes et me regardait en grognant et en faisant montrer ses dents. Au même moment, quelque chose défonçait la porte d'entrée. Ma fille a eu un cri de peur. Je lui ai chuchoté qu'à 3 on allait courir en dehors de sa chambre et fermer la porte. 1, 2, 3. Nous étions partis en courant et on avait réussi à fermer la porte juste au museau du chien. Mais quelque chose était toujours en train de défoncer la porte. J'ai serré ma fille contre moi et je lui ai dit que je ne la laisserais pas tomber. Elle s'est mise à pleurer en me disant qu'elle était désolée, mais qu'il fallait qu'elle meure pour que le démon les laisse tranquilles, que c'était la seule solution. Alors que j'allais lui répondre, la porte a fini par céder, et on a pu voir qui avait fait ça. C'était le bouc de tout à l'heure, un bouc noir, assez grand. Mais juste derrière se trouvait une sorte d'homme. On aurait dit un homme dans un costume de peluche bizarre. Je peux pas vous le décrire. Il a fait un geste avec son bras et le bouc s'est mis à hurler d'un son horriblement glauque, aigu, tellement aigu qu'on a dû se boucher les oreilles. Puis il s'est mis à nous charger. Sa gueule pleine de bave écumante, les yeux d'un rouge sombre. Ma fille et moi avons poussé un hurlement, et sommes partis en courant nous réfugier dans la pièce la plus proche, qui était la cuisine. On a fermé la porte, s'attendant à ce que le bouc défonce la porte, mais rien. Tout était extrêmement silencieux. D'ailleurs, en y réfléchissant, je n'entendais pas le chien à l'étage non plus. J'ai été chercher la hachette dont je me servais pour couper les os de la viande, puis j'ai été rejoindre Alice. Je lui ai pris le visage plein de larmes entre mes mains, et je lui ai promis que je ne laisserais pas cette chose la toucher. Et elle m'a répété que ce n'était pas possible, que la seule façon, c'est qu'elle se tue, que c'était le pacte. Les paroles de Nolan me sont revenues en tête. C'est pas un démon, c'est une créature. Et je me suis dit que toute créature sur cette terre était mortelle. Ce n'était pas un démon. C'est ce que j'ai dit à ma fille, et son visage s'est légèrement éclairé. Elle m'a dit je t'aime, papa. C'était la seule fois depuis des années qu'elle me dit ces mots. C'était suffisant pour me donner du courage, et mettre mon oreille à la porte pour écouter si le bouc était là. Aucun bruit. Et j'ai légèrement entrouvert la porte et je suis sorti. J'ai pris soin de la refermer, puis j'ai avancé doucement, cherchant les choses qui rôdaient dans la maison. Je n'ai pas dû aller bien loin. Il était là, cette chose humanoïde, avec à sa droite le chien, et à sa gauche, le bouc. Alors que je m'apprêtais à parler, il a levé un bras, et les deux animaux ont commencé à courir. Je m'apprêtais à me mettre en position de défense, quand les choses se sont évaporées. Comme ça, à quelques centimètres de moi. Plus rien. Rien du tout. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Je me disais naïvement qu'ils avaient dû avoir peur. J'étais tellement content que c'était fini. J'ai appelé ma fille à haute voix pour lui dire de venir. Que les choses avaient disparu. Mais j'ai pas eu de réponse. J'ai répété encore et encore son nom, mais toujours
rien. J'ai lâché la hachette que j'avais dans les mains. Et je me suis tourné vers la cuisine. À ce moment, je comprenais pourquoi les créatures avaient disparu. Mais je voulais pas le voir. J'ai donc marché lentement vers la cuisine. J'ai ouvert la porte. Et c'est là que je l'ai vue. Ma fille. Pas Alice. Allongée sur le sol. Une barre de sang sous elle. Elle avait pris le temps d'écrire « Désolé papa » avec son sang sur le carrelage. Elle s'est suicidée pour... Elle s'est suicidée pour me laisser vivre. Ma fille est morte à cause de ce challenge. Je répète encore et encore, ne faites pas les idiots à faire comme tout le monde. Les challenges et les défis, ça sert à rien. Alors, il est évident qu'Inspecteur Gadget n'est pas son vrai nom. Qu'importe qui il était, ce n'était qu'un humain comme un autre, qui travaillait pour la police ou quelque chose dans le genre. Eh bien, je pense que pendant son travail, quelque chose lui est arrivé. Un terrible accident. Une explosion qui l'a complètement détruit. Une fois que les flics ont découvert ça, le chef de la police, le gars qu'on voit tout le temps dans le dessin animé, a décidé de faire quelque chose que personne n'avait jamais essayé de faire. Ils usèrent des technologies les plus nouvelles et secrètes pour recréer cet homme avec des pouvoirs surhumains. Un peu comme un homme bionique. Ils ont programmé la version robot de l'inspecteur pour qu'il lui ressemble, et ait la même voix que lui. Et même qu'il pense comme lui. Il a été programmé avec la meilleure des intelligences artificielles. Il a continué de travailler pour la police, a continué de prendre soin de sa nièce et son chien, comme la version humaine. Le seul problème, c'était qu'il n'était pas mort dans l'accident. Non. La vraie version a survécu. Seulement, l'inspecteur a changé. L'accident l'a défiguré. Son cerveau a été déformé. Et depuis, il voit les choses différemment. Une fois qu'il a découvert qu'on l'avait remplacé par un clone robotique, il a juré de le détruire à tout prix. Il lui avait volé sa vie, et l'avait remplacé par un robot qu'ils appelaient maintenant Inspecteur Gadget. La version humaine décida d'utiliser tout ce qui était à sa disposition pour détruire ce robot, et se venger contre ceux qui avaient ruiné sa vie. Et il changea aussi son nom. Il est maintenant connu comme le Dr Gang. Son visage reste inconnu à ce jour, parce que c'est la tête de l'inspecteur Gadget, mais déformée par l'accident. Les images de ce témoignage ne sont pas mes propres images, étant donné qu'en aucun cas, le gérant nous donne accès à notre film. Ce sont donc les images que vous pouvez trouver sur le YouTube du McCamey Manor. Le lien est dans la description. J'ai participé au fameux McCamey Manor. Vous savez, ce manoir de l'horreur. Un endroit où on se rend pour se faire une très grosse frayeur. C'est un endroit plutôt fait pour les amateurs de gore, ceux qui aiment les films d'horreur de type Saw, et qui se disent qu'ils aimeraient voir ce que ça fait en vrai. C'est une maison où on se rend pour se faire torturer en gros. Normalement, c'est faux. Ce sont des acteurs qui nous infligent les pires horreurs que vous pouvez vous imaginer. Je n'ai absolument pas le droit de vous en parler. Mais il le faut vraiment. La liste des gens qui attendent pour faire cette attraction s'agrandit assez vite. Parce que oui, il y a beaucoup de gens qui veulent y participer. Car il y a 20 000 $ à celui qui tiendrait 8 heures. Je ne sais pas ce que je risque à vous parler, mais écoutez-moi. Voici ce que j'ai vécu.
J'ai d'abord envoyé ma candidature par Facebook, et le gérant m'a invité dans un groupe Facebook privé, où je pouvais discuter avec les acteurs et autres anciens membres. J'ai essayé de discuter avec certains anciens membres, pour essayer d'avoir une idée des trucs qui m'attendaient. Mais chaque réponse était « c'est un grand spectacle ». C'était bizarre, mais bon. Je me suis dit que c'était peut-être un truc que chaque ancien membre devait faire pour effrayer les nouveaux. Le gérant m'a ensuite dit de ramener des croquettes pour chiens, que c'était la seule chose qu'il me demandait, en dehors de tous mes papiers médicaux, prouvant que je pouvais participer à une telle épreuve. Je lui ai demandé si je pouvais venir avec un de mes amis, et il a accepté et m'a dit que plus on était de fous, plus on riait. J'ai donc été acheter un petit paquet de croquettes. Je me disais qu'avec tous les films que j'avais vus, je pourrais survivre à ça. On avait fixé un rendez-vous pour le lendemain. Je devais être près du magasin pas très loin de chez moi. C'était eux qui allaient venir me chercher. Donc le lendemain, on a attendu à l'endroit indiqué, et un van noir s'est arrêté devant nous. Quand il a ouvert les portes, 2 mecs habillés en clown tueurs nous ont attrapés et nous ont jetés dans le van, puis ont redémarré. Nicolas et moi on s'est regardés, un peu surpris, puis on a regardé ces hommes. Ils étaient assis sur des petites banquettes, et nous regardaient fixement sans parler. Je leur ai dit que c'était spectaculaire comme entrée, et ils m'ont répondu de fermer ma gueule, ce que j'ai fait. Apparemment, le jeu avait commencé. Pendant le trajet, Nicolas et moi on se regardait. On était un peu intimidés. Le trajet a été assez long, et il faisait très chaud dans le véhicule. Quand nous sommes arrivés, les clous nous ont attrapés par les cheveux et nous ont jetés dehors, juste devant 2 gros Doberman. Je m'y attendais pas, j'ai ouvert le paquet de croquettes et j'ai tout vidé par terre. Les chiens ont alors mangé les croquettes. J'ai regardé autour de nous. Il n'y avait rien d'autre que le manoir. Un homme se présentant comme le gérant est venu nous voir. Il a regardé les croquettes par terre. J'ai voulu lui serrer la main mais il ne l'a pas attrapé. Il continuait de regarder les croquettes. Et il nous a dit qu'on avait gâché le repas du soir. Nicolas s'est mis à rire, mais personne ne l'a accompagné. C'était fou comme ces personnages étaient à fond dans leur rôle. Il nous a présenté le contrat. Je ne vais pas vous dire chaque paragraphe, il y en avait plusieurs centaines. Mais voici ceux qui m'ont marqué. Vous autorisez les acteurs à pratiquer sur vous diverses choses, telles qu'arrachage d'ongles et de dents, sans anesthésie, etc. Vous ferez vos propres besoins sur vous. Il n'y aura pas de toilette pour les participants. La seule nourriture que vous aurez sera la nourriture pour chien que vous aurez au préalable apportée. La police est déjà au courant de nos activités. Les voir ne vous aidera pas. Il y avait plein de paragraphes comme ceci. C'était un peu flippant, mais on se disait que ça devait faire partie du grand spectacle. Après avoir signé le fameux contrat, on nous a bandé les yeux, puis on nous a conduits dans le manoir. Nicolas m'a demandé si j'étais sûr de moi. J'ai répondu que oui, et que rien ne me faisait peur, et surtout pas ces 2 guignols en clown. Et j'ai entendu le gérant faire un petit rire quand j'ai dit c'est moi. On a entendu une porte se fermer derrière nous. On devait être dans le manoir. On avait toujours les yeux bandés, et on ne voyait absolument rien. Sauf qu'on sentait une drôle d'odeur, une odeur de gaz. Puis, quelqu'un nous a frappé plusieurs fois au visage, en nous insultant de plusieurs noms. On nous a ensuite jeté un seau de ce que je pensais être de l'eau. À peine commencé, je me demandais si c'était une bonne idée cette expérience. Nicolas et moi, on ne disait pas un mot. On nous a poussés dans une autre pièce. Le gérant nous a dit qu'on pouvait enlever notre bandeau, ce qu'on a fait. On se trouvait dans une pièce, couverte de toiles d'araignée, avec de grosses araignées de style migale sur les murs. Le gérant nous a expliqué que le but était de traverser les salles et de survivre. Nicolas lui a montré les migales et lui a dit que c'était ridicule comme truc, que ça ne lui faisait pas peur. Le gérant n'a rien répondu, il se contentait de filmer. Nicolas et moi, on s'est regardés, puis on a commencé à marcher pour traverser la pièce. Les araignées, ça ne nous faisait pas vraiment peur. Donc on a marché assez aisément. Nicolas a fait un peu son malin. Il a pris une des migales et l'a montré à la caméra du gérant en disant que ça, c'était digne des petits trains fantômes de fête foraine. Quand on a ouvert la porte, il y avait 2 clowns qui nous attendaient. Ils nous ont repoussés dans la salle de migales. Ils m'ont ligoté à une chaise couverte de toiles d'araignée et ont ligoté Nicolas aussi. Bon, là j'avoue qu'être ligoté, ça me mettait mal à l'aise.
Ils ont ensuite ramené une table avec un petit plat couvert, qu'ils ont placé entre moi et Nicolas. Ils ont levé le couvercle, et on a découvert des araignées de différentes tailles. Certaines étaient mortes, d'autres non. Et un des clowns a planté une des araignées vivantes. Une grosse, de la taille d'une main, et l'a présentée devant la bouche de Nicolas. Il lui a dit que s'il aimait les araignées, il devait au moins en goûter une, bien juteuse. Nicolas ne voulait pas, mais un des clowns lui mettait des grosses gifles à chaque fois qu'il disait non. Il en a eu tellement qu'il commençait à somnoler. Et un des clowns lui a enfoncé de force l'araignée dans la bouche. Ah, cette vision était horrible. Voir les pattes de cette bestiole s'agiter dans tous les sens en dehors de la bouche de Nicolas, pendant qu'il la mâchait. Heureusement, je n'ai pas eu à subir ça. Ils nous ont libérés, ils nous ont poussés dans la salle suivante, qui était un long couloir éclairé uniquement avec des vitrines dans les murs. Nicolas n'était déjà plus très bien. Il avait la nausée, ce qui faisait rire le gérant qui filmait encore. Dans les vitrines, il y avait des scènes de décapitation, ainsi que des exécutions. Il y avait dans la dernière vitrine un homme, déguisé en ourson, avec une hache dans les mains, qui nous faisait signe. Putain, je vous dis pas la frousse que j'ai eue. Ça devait être notre prochain défi. On a ouvert la porte, et on était encore dans un couloir. Sauf qu'une fille bizarre est venue vers nous. Elle était tachée de sang. Elle nous a hurlé de partir d'ici, qu'il tuait vraiment des gens. Puis, les lumières sont éteintes. On a entendu un bruit de coup de feu, ce qui nous a surpris. Nicolas et moi, on a poussé un petit cri. Quand les lumières sont rallumées, il y avait cette femme, allongée par terre, dans une mare de sang. Et elle avait un trou dans la tête. C'était extrêmement réaliste. On l'a enjambée, puis on a continué, et on a ouvert la porte suivante. Dès qu'on a ouvert cette porte, on a été frappé derrière la tête. Puis on nous a traînés par les cheveux pour nous amener dans un salon de coiffure complètement macabre. Les miroirs étaient tachés de sang. Les sièges étaient en bois, avec des liens pour attacher les jambes et les poignets. L'éclairage était sombre. Et l'odeur, elle était horrible. Ça sentait la merde en fait. Un homme nous a accueillis avec un gros sourire. Le truc, c'est qu'il portait un tablier plein de taches de sang, ce qui m'a fait peur. On savait que c'était faux, mais on commençait à oublier qu'on participait à un jeu. C'était tellement extrême. L'ambiance, tout. On s'est donc assis sur les sièges, et le coiffeur nous a attachés. Il a sorti des ciseaux et des scalpels. Puis il a commencé avec Nicolas, le pauvre. Il lui a complètement rasé le crâne, mais ensuite, il a dit que ce n'était pas assez court. Et c'est là que ça a commencé. Il a pris le scalpel. Et lui a entaillé le crâne. J'ai hurlé pour dire d'arrêter. Mais il continuait. Le sang coulait de plus en plus. L'ours est entré dans la pièce et a lui aussi commencé à me raser la tête. Une fois mon crâne sans un cheveu, il a frotté mon crâne avec la lame de sa hache. Mais le coiffeur lui a fait signe d'arrêter. Il m'a alors mis plusieurs coups derrière la tête. Et je voyais des étoiles. Je n'arrivais plus à penser. Je ne me rappelle même pas comment j'ai atterri dans la pièce suivante. Nicolas était à mes côtés, le visage en sang, mais toujours vivant. Il avait l'air complètement ailleurs. Il ne réagissait pas quand je lui parlais. Dans cette salle, c'était une pièce entièrement noire. On ne voyait rien, sauf un congélateur éclairé en plein milieu de la pièce. On n'a même pas eu le temps de réfléchir que l'ours m'a traîné à l'intérieur. Le froid était intense, ça m'a réveillé. Par contre, j'ai entendu Nicolas hurler. Je ne sais pas ce qu'il lui faisait car ils avaient refermé le congélateur, il faisait noir. J'ai dû rester comme ça, je sais pas, au moins une demi-heure. Je n'avais plus de notion du temps. J'avais mal partout. Le froid commençait à me brûler. Quand ils ont ouvert, j'étais ébloui. J'ai vu un clown et l'ours qui m'ont soulevé du congélateur et m'ont jeté sur le sol en béton. Il n'y avait plus Nicolas. Et j'ai demandé, enfin j'ai essayé de demander. Je n'arrivais plus à parler, j'étais frigorifié, je tremblais. Ils ont rigolé et m'ont dit que je devais me réchauffer si j'avais froid. Ils m'ont conduit dans une salle remplie de tuyauteries. Je pense que c'était la chaufferie. Il faisait une chaleur extrême là-dedans. Ils m'ont mis à genoux devant un tuyau. Ils m'ont menotté à celui-ci. La chaleur commençait à rendre les menottes hyper brûlantes. Ça me brûlait les poignets. Je me suis mis à pleurer.
Je leur ai demandé où était Nicolas. Ils ont ri et ont dit que je le reverrai tout à l'heure, qu'il se préparait pour notre rencontre. Je leur ai hurlé que ça me brûlait, mais ils s'en fichaient. Je les entendais dire à la caméra que maintenant que je m'étais fait une belle coupe, il me fallait une belle dentition, que le dentiste m'attendait. Je crois qu'à ce moment-là, j'ai pissé dans mon pantalon. Ils m'ont détaché et m'ont conduit dans la pièce suivante. Une salle de dentiste sale, macabre elle aussi, avec les murs tachés de sang. Le fauteuil au centre inondé de sang et de pisse. Le dentiste m'attendait. Il était avec un costume lui aussi, taché de sang. Il était à côté d'une table remplie d'instruments rouillés. Le clown m'a attrapé et m'a attaché au fauteuil malgré mes hurlements. Le dentiste m'a installé un appareil pour laisser ma bouche ouverte. J'ai hurlé de plus belle. Je pleurais, mais rien à faire. Il continue. Le dentiste a pris une pince et il l'a placée dans ma bouche. Il a serré une de mes dents de devant et a commencé à tirer de toutes ses forces. J'ai hurlé. La douleur était intense. Jamais je n'avais eu mal comme ça. Je me suis évanoui. Je me suis réveillé plus tard. J'étais à table. Une grande table avec un très grand plat, couvert au milieu. Il y avait les clowns et l'ours qui étaient autour de cette table, et ils ont soulevé à trois le couvercle. Et j'ai vu le haut de mon ami Nicolas. Le visage complètement défoncé, à coups de masse sûrement. Ses jambes n'étaient plus là. Il avait dû être découpé à la tronçonneuse si on regardait l'état du corps. J'ai hurlé et j'ai vomi. J'ai dit que je voulais arrêter. Ils ont ri et m'ont détaché, parce que je devais manger le corps. Mais j'ai pris un couteau, et j'ai attrapé le clown, et je lui ai mis le couteau sur la gorge. Et j'ai hurlé de me laisser sortir, sinon je le tuerais. Les lumières se sont aussitôt allumées, et une sonnerie a retenti. Le gérant m'a dit de me calmer, et m'a dit de me sauver en vitesse, et que si j'échappais au chien, j'étais libre de partir. Mais que je ne devais pas en parler à quiconque, sinon il y aurait des représailles. La porte de la pièce est ouverte. J'ai quand même planté le couteau dans le dos du clown pour être sûr de ne pas être suivi, au moins par lui. Puis j'ai couru. La porte menait à la sortie. J'ai couru aussi vite que je pouvais, malgré la douleur que j'avais. J'étais dans un immense jardin. Je courais vers les voitures. J'ai alors entendu les chiens me courir après. J'ai couru le plus vite possible, et j'ai atteint les voitures. Par chance, il y en avait une ouverte. J'ai grimpé dedans, juste à temps pour éviter les chiens. La clé était sur le siège passager. J'ai de suite démarré la voiture et je suis parti. J'ai roulé pendant plusieurs minutes, en hurlant, quand j'ai vu dans le rétroviseur un homme avec un sac en papier sur la tête, et dans ses mains, une tronçonneuse. J'ai hurlé, il a démarré sa tronçonneuse. La seule chose que j'ai pensé à faire, c'était d'accélérer et de foncer dans un arbre. La force de l'impact était intense. J'ai senti la ceinture me briser quelques os. Mais je suis resté attaché. L'homme lui a plané contre le pare-brise. Sa tête était en sang. Mais il vivait encore. Il a essayé de sortir. J'ai alors fait quelque chose d'horrible. J'ai pris la tronçonneuse. Et je l'ai démarrée. Le type, toujours coincé dans le pare-brise, a essayé de crier. Mais il n'y arrivait pas. J'ai planté la tronçonneuse en marche dans son dos. Ça l'a déchiqueté. Il est mort de suite. Je me suis vite sauvé de cet endroit ensuite. J'ai marché pendant longtemps et j'ai trouvé une voiture qui a bien voulu me conduire loin de là. Bien entendu, je n'ai pas eu les 20 000 $ promis. Et je n'ai pas eu d'ennui avec la police. Et curieusement, tous les proches de Nicolas ont soudainement eu plein d'argent. Et ils ne me posaient aucune question sur sa disparition. Voilà mon témoignage. Il est rapide, et j'ai sans doute oublié plein de choses, mais voici le principal. Ne tentez jamais cette expérience. Vous avez sûrement tous entendu parler de la nouvelle génération de My Little Pony, l'amitié c'est magique. C'est pour une raison ou une autre devenu un franc succès du jour au lendemain. Peu importe que vous aimiez ou pas le show, vous devez admettre que son succès est impressionnant. Cependant, cela soulève des questions.
Lauren Faust avait déjà travaillé sur d'autres dessins animés populaires et travaille sur ses propres jouets, les Galaxy Girl. Comment a-t-elle pu faire le remake de vieux jouets des années 80 au lieu d'exploiter ses propres idées? Elle pourrait être nostalgique de ses vieux jouets. J'ai lu ces histoires quelques années plus tôt. C'était à propos de 6 filles qui allaient toutes à la même école et sont mortes le même jour, le 19 janvier 1989. Un de mes amis de New York City m'a envoyé des articles du journal original. J'avais oublié que j'avais vu quelques épisodes de la série auparavant, et j'ai réalisé après coup que les héroïnes étaient étrangement similaires aux 6 filles décédées. J'ai relu il y a peu les articles, puis c'est apparu comme une évidence. La première fille, nommée Samantha, était l'inspiration évidente de Fluttershy, une fille timide et introvertie, dont les camarades de classe ignoraient qu'elle était abusée chez elle par sa mère et son beau-père. Sa mère l'a conçue à l'âge de 15 ans et blâmait sans cesse Samantha d'avoir ruiné sa vie. Ça a rendu Samantha terriblement embarrassée par elle-même. Quand son beau-père s'est installé, ça a rendu les choses encore pires. Son beau-père détestait prendre soin de Samantha quand sa mère était ailleurs. Donc, il l'enfermait dans un placard durant parfois une journée entière. Sa mère tolérait ceci, et en grandissant, elle l'a frappé même. Quand sa demi-sœur fut née, les mauvais traitements devinrent encore pires. Elle était affamée, forcée de dormir debout, et parfois carrément battue. Parce qu'elle était mal habillée et avait une faible estime d'elle-même, ses camarades la harcelaient. Ses seuls amis étaient des animaux qu'elle sauvait, dont sa famille se débarrassait. Elle se suicida par overdose de Valium. La seconde, nommée Janice, était une fille populaire. Elle était riche, intelligente, magnifique, et semblait avoir une vie facile. Pourtant, ses parents se disputaient constamment, et semblaient s'être mariés pour les apparences. Elle était élevée avec des idéaux, ce qui la rendit perfectionniste. Elle voulait devenir designer et vivre à Paris. Mais ses parents voulaient la remarier avec un noble de l'État de la Caroline et avoir des nobles descendants. La plupart du temps, ses parents l'ignoraient. Leur seule préoccupation était d'être riche et d'être socialement bien placé. Mais en réalité, sa mère s'est mariée pour l'argent de son père. Ils accumulaient les dettes, et Janice voulait garder la face en se fabriquant elle-même des habits qu'elle prétendait chers. Elle est morte dans un accident de voiture, pendant que ses parents se disputaient au volant. Son cou fut tranché, et elle mourut instantanément. Elle était l'inspiration pour Rarity. Ensuite vint Alexandra. Alex était une fille coopérative. Elle voulait sans cesse être la meilleure, spécialement en sport, et surtout en course. Son père avait toujours voulu un garçon, et dès que sa mère fut déclarée incapable d'avoir un autre enfant, il décida de l'élever comme son fils. En fait, elle aimait ses parents, et elle adorait faire du sport avec son père. Elle les dépassait facilement. Cela la rendit populaire, et au lycée, elle était connue à travers le pays pour ses performances. Après ça, ses parents ne firent plus très attention à son succès, ce qui la détermina encore plus à mieux faire. Elle se tuait à la tâche, négligeait ses amis, ses cours et même sa santé, à un point qu'elle en devint si désespérée qu'elle prit des stéroïdes. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle avait une déficience cardiaque mineure que les stéroïdes empirèrent. Pendant qu'elle se poussait à bout, elle s'écroula durant une course à cause d'une complication. Elle mourut à l'hôpital quelques jours plus tard. Dans le dessin animé, c'est Rainbow Dash qui lui est associé. La fille qui ressemble le plus à Applejack, Jamie, était comme le personnage, c'est-à-dire une fille de ferme. Ce que le show ne montre pas est le fait que sa ferme faisait faillite. Sa famille se battait pour l'argent et parfois elle faisait des activités louches pour aider. Elle avait beaucoup de frères et sœurs et elle était la seconde de la famille, ce qui signifiait qu'elle devait s'occuper des plus jeunes. Elle n'avait donc pas beaucoup de temps pour sortir avec ses amis ou pratiquer des activités. Et bien souvent, elle faisait ses devoirs vers minuit. Elle avait une tante qui, comme dans la série, était de Manhattan et qu'envoyait souvent de l'argent pour soutenir sa famille. Mais ils étaient trop fiers pour accepter. Son père mourut d'une crise cardiaque en 1987. Sa mère le rejoignit peu de temps après, quand la pression pour s'occuper des enfants devint trop forte. Ils furent pris en charge par leur grand-mère sénile, qui était incapable de bien prendre soin de tout ce monde. Jamie, elle-même, s'est faite aider de nombreuses fois par d'autres personnes. Mais de fatigue, un jour, elle tomba dans la broyeuse à bois et mourut.
L'inspiration de Pinkie Pie est sûrement l'histoire la plus triste. Catherine était fille de forain et ne restait jamais au même endroit bien longtemps. Son père biologique tua sa mère et lui-même dans un accès de rage quand elle avait 5 ans. Elle ne resta donc jamais vraiment dans un foyer stable. Les autres forains étaient moyennement intéressés par le fait d'adopter, donc ils acceptèrent la rémunération pour garder Catherine, mais ne la nourrissaient pas correctement et l'habillaient mal. Même quand elle était dans une bonne maison avec une bonne famille, ses souvenirs la hantaient et brisèrent sa santé mentale fragile en 1 million de petites pièces. Elle cauchemardait de sa mère qui hurlait, mourante, et de son père qui criait qu'elle serait la prochaine. Quand elle arriva au lycée, elle était brisée. Elle commença à halluciner et à agir bizarrement en classe. Presque tous ses camarades et professeurs étaient convaincus qu'elle faisait ça car elle voulait être drôle et qu'elle était hyperactive de nature. Elle dessinait et peignait souvent des choses surréalistes et s'habillait de couleurs flashy. Après un temps, sa condition se dégrada. Les images et les voix devinrent encore plus réalistes et demandeuses. Elle mourut en sautant d'un immeuble, car une des voix lui disait qu'elle pouvait voler. Ce qui rend le fait encore plus troublant est que Lauren Faust dessinait au début Pinkie Pie en tant que Pégase dans des sketchs de développement. La dernière, l'inspiration de Twilight Sparkle, était une fille du nom de Cynthia. Elle était très forte à l'école pour son jeune âge. Son grand frère l'était également et recevait des prix académiques, ce qui supposait que Cynthia se devait d'être aussi brillante. Elle négligeait tous ses plaisirs pour être forte à l'école et travailler plus. Pendant un temps, ça marchait. Ses parents étaient fiers de ses travaux et se vantaient auprès de leurs amis de n'avoir pas un enfant surdoué, mais 2. C'est pour le concours d'une grande école qu'elle commença à devenir plus motivée que les autres étudiants. Elle savait que c'était la meilleure opportunité de sa vie. Mais il y avait un concours d'entrée, ce qui la rendait nerveuse. Elle étudia au point de vouloir difficilement manger, et ne dormait pas. Plus le concours se rapprochait, plus elle paniquait. Elle opta donc pour trouver la solution en trichant. Elle fut prise sur le fait, ses parents étaient horrifiés. Elle fit une sévère dépression, et se tira une balle de honte d'avoir été une fille imparfaite. Vous devez vous demander maintenant pourquoi Lauren Faust voulait faire avec de tels événements un dessin animé pour fillettes. Peut-être qu'elle se sentait obligée de leur rendre un hommage dans quelque domaine que ce soit. Dans un épisode, chaque poney décrit comment il obtint sa marque de beauté. Rainbow Dash fit le même jour une explosion en forme d'arc-en-ciel que toutes les filles virent malgré la distance. Ce qui est une référence évidente à la mort qui frappa les filles le jour même. Dans le dessin animé, Fluttershy est capable de s'occuper des animaux qu'elle garde et adore. Rarity était une designer de talent avec des parents aimants. Rainbow Dash était une grande athlète. Applejack a une ferme à succès. Pinkie Pie est heureuse et sans soucis. Et Twilight Sparkle a été acceptée dans une grande école. Peut-être, juste peut-être, a-t-elle voulu donner aux esprits de ces 6 filles ce qu'elles ont toujours voulu. Et je crois qu'elles sont heureuses. Durant la fin des années 40, des chercheurs russes ont gardé 5 personnes éveillées pendant 15 jours, en utilisant un gaz expérimental basé sur du stimulant. Ils étaient enfermés dans un environnement scellé, afin de pouvoir contrôler leur consommation d'oxygène, de manière à ce que le gaz ne les tue pas, étant donné qu'il était toxique à partir d'une concentration élevée. Cela a eu lieu avant l'invention des caméras en circuit fermé. Ils n'avaient donc que des microphones et des fenêtres de verre épais d'une douzaine de centimètres, en forme de hublot, qui permettaient de les surveiller. La chambre était équipée de lits d'appoint sans literie, de l'eau courante et des toilettes, et contenait des livres et suffisamment de nourriture sèche pour qu'ils puissent tenir à 5 pendant plus d'1 mois. Les sujets de test étaient des prisonniers politiques jugés ennemis de l'État durant la Seconde Guerre mondiale. Tout s'est bien passé pendant les 5 premiers jours. Les sujets ne se plaignaient que rarement, car on leur avait promis qu'ils seraient libres s'ils acceptaient de subir le test et de ne pas dormir pendant 30 jours, bien que la libération fût hors de question. Leurs conversations et leurs activités étaient surveillées, et on a pu noter qu'ils ne parlaient que d'incidents de plus en plus traumatisants dans leur passé, le ton de la conversation devenant beaucoup plus sombre après le 4e jour. Au bout de 5 jours,
Ils ont commencé à se plaindre à propos des circonstances et des événements qui les avaient menés là où ils se trouvaient, et à montrer des signes de paranoïa sévères. Ils ont arrêté de se parler, et à la place, se sont mis à parler au microphone et au miroir sans teint des hublots. Curieusement, ils semblaient penser pouvoir gagner la confiance des expérimentateurs en se retournant contre leurs camarades, les autres sujets de test en captivité avec eux. Les chercheurs ont tout d'abord supposé qu'il s'agissait d'un effet du gaz. Après 9 jours, le premier d'entre eux a commencé à crier. Il courait sur la longueur de la chambre en hurlant à plein poumon pendant 3 heures sans discontinuer, et a ensuite essayé de ne pas s'arrêter. Mais il n'arrivait qu'à produire de temps à autre de petits couinements. Les chercheurs ont pensé qu'il s'était déchiré les cordes vocales. Le plus surprenant dans ce comportement, c'est la manière dont les autres sujets ont réagi. Ou plutôt, n'ont pas réagi. Ils ont continué à murmurer à l'attention des microphones, jusqu'à la seconde où les cris ont commencé. 2 des captifs qui ne criaient pas ont alors déposé les livres, ont enduit toutes les pages avec leurs propres excréments et les ont collés sur le verre des hublots. Les cris se sont rapidement arrêtés. Les murmures adressés au micro également. 3 jours se sont écoulés. Les chercheurs vérifiaient les micros chaque heure pour être sûrs qu'ils fonctionnaient, car ils pensaient qu'il était impossible que 5 personnes enfermées dans une pièce ne produisent aucun son. La consommation d'oxygène dans la chambre indiquait qu'ils devaient être tous les 5 en vie. En fait, elle correspondait à la quantité d'oxygène que 5 personnes consommeraient pendant un exercice physique extrêmement ardu. Le matin du 14e jour, les chercheurs ont fait quelque chose qu'ils avaient dit qu'ils ne feraient pas, pour obtenir une réaction des captifs. Ils ont utilisé l'interphone de la chambre, espérant provoquer une quelconque réponse des détenus. Ils avaient peur qu'ils soient morts, ou dans un état végétatif. Ils ont annoncé « Nous allons ouvrir la chambre pour tester les microphones. Restez loin de la porte et allongez-vous sur le ventre par terre. Vous serez abattus. » À leur grande surprise, ils ont entendu une seule phrase, prononcée d'une voix calme. « Nous ne voulons plus être libérés. » Des débats ont éclaté entre les chercheurs et les forces militaires qui finançaient le projet. Comme il était impossible d'obtenir d'autres réponses en utilisant l'interphone, il a finalement été décidé que la porte de la chambre serait ouverte à minuit, le 15e jour. La chambre a été vidée du gaz stimulant et remplie avec de l'air frais, et des voix provenant des micros ont immédiatement commencé à protester. 3 voix différentes ont commencé à supplier, comme s'il en allait de la vie de l'amour de leur vie, de remettre le gaz. La chambre a été ouverte et des soldats ont été envoyés à l'intérieur pour retrouver les sujets de test. Ils ont commencé à hurler plus fort que jamais, et les soldats ont rapidement fait de même lorsqu'ils ont vu ce qui était à l'intérieur. 4 des 5 sujets étaient toujours vivants, bien que l'état dans lequel ils étaient ne fût pas qualifiable de vivant. Les rations de nourriture des 5 jours précédents n'avaient pas été touchées. Il y avait des morceaux de chair, des cuisses et du torse du sujet mort enfoncés dans le drain au centre de la chambre, le bouchant et permettant à une dizaine de centimètres d'eau de s'accumuler sur le sol. La portion de cette eau qui était composée de sang n'a pas été déterminée. Les 4 sujets survivants avaient également de grandes portions de muscles et de peau arrachées de leur corps. La destruction de la chair et les os à l'air libre sur leurs doigts indiquaient que les blessures avaient été infligées à la main et non avec les dents, comme les chercheurs l'avaient pensé au début. Des observations plus précises de la position et de l'angle des blessures ont montré que la plupart des blessures, si ce n'était toutes, avaient été infligées par eux-mêmes. Les organes abdominaux sur la cage thoracique des 4 sujets avaient été retirés, alors que le cœur, les poumons et le diaphragme étaient restés en place. La peau et la plupart des muscles attachés aux côtes avaient été arrachés, permettant de distinguer les poumons à travers les côtes. Tous les vaisseaux sanguins et leurs organes étaient intacts. Ils avaient simplement été retirés et posés par terre, et répartis autour des corps éviscérés, mais toujours vivants, des sujets. L'appareil digestif des 4 sujets pouvait être observé, en fonctionnement, digérant de la nourriture. Il a été très vite clair qu'ils digéraient leur propre chair, qu'ils avaient arrachée et dévorée durant les jours précédents. La plupart des soldats étaient des Russes d'un commando spécial affecté à l'installation. Mais la plupart ont refusé de retourner dans la chambre pour en sortir les sujets tests.
Ces derniers continuaient de crier pour qu'on les laisse dans la chambre et suppliaient qu'on remette le gaz pour qu'ils ne s'endorment pas. À la surprise de tout le monde, les sujets ont livré un combat violent lorsqu'on les a fait sortir. Un des soldats russes s'est fait déchirer la gorge et en est mort. Un autre en est sorti gravement blessé, après s'être fait arracher les testicules et perforer une artère d'une de ses jambes par les dents d'un sujet. 5 autres soldats ont perdu la vie si l'on compte ceux qui se sont suicidés dans les semaines suivant l'incident. Pendant le combat, la rate de l'un des sujets vivants s'est rompue et il s'est vidé de son sang presque immédiatement. Les chercheurs médicaux ont tenté de l'endormir, mais cela s'est révélé inutile. On lui a injecté plus de 10 fois la dose maximale pour un humain d'un dérivé de la morphine, et il continuait de se battre comme un animal enragé, brisant les côtes et les bras d'un des docteurs. On a pu constater que le cœur a continué à battre pendant 2 minutes entières après que l'hémorragie l'ait amené à un point où son système vasculaire était rempli avec davantage d'air que de sang. Même après qu'il se soit arrêté, il a continué de crier pendant 3 minutes, s'efforçant d'attaquer quiconque venait à portée et répétant continuellement le mot « plus », de plus en plus faiblement, jusqu'à ce qu'il soit réduit au silence. Les 3 sujets tests survivants ont été immobilisés et transportés dans une installation médicale, les 2 ayant leur corde vocale encore intacte, continuant de supplier le retour du gaz pour rester éveillés. Celui des 3 ayant le plus de blessures a été emmené dans le seul bloc opératoire dont l'installation disposait. Durant la procédure, devant le préparateur pour le remplacement de ses organes internes, il s'est révélé immunisé aux sédatifs qu'on lui a administrés, dans le but de le mettre en condition pour l'intervention chirurgicale. Il se débattait furieusement contre ses liens lorsque le gaz anesthésiant a été apporté pour le mettre hors de combat. Il a réussi à déchirer la quasi-totalité d'un bandeau de cuir épais de 10 cm attaché à un de ses poignets, et même avec le poids d'un soldat de 90 kg qui essayait de maintenir ce poignet immobile. Une quantité juste supérieure à la normale a été nécessaire pour l'endormir, et à la seconde où ses paupières sont fermées, son cœur s'est arrêté. Pendant l'autopsie du sujet test qui est mort sur la table d'opération, il a été révélé que son sang contenait 3 fois la concentration normale d'oxygène. Les muscles qui étaient toujours attachés à son squelette étaient affreusement déchiquetés, et il s'était brisé 9 os dans sa lutte pour ne pas être maîtrisé. La plupart à cause de la force que ses propres muscles avaient exercée sur eux. Le second survivant avait été le premier du groupe à commencer à crier. Ses cordes vocales étaient détruites. Il était incapable de supplier ou de protester contre l'opération. Et il n'a réagi qu'en secouant violemment la tête pour montrer sa désapprobation lorsque le gaz anesthésique a été amené près de lui. Il a secoué la tête pour faire oui lorsque quelqu'un a suggéré, à contre-cœur, d'essayer l'opération sans anesthésie. Et il n'a pas réagi pendant les 6 heures qui ont nécessité le remplacement de ses organes abdominaux et la tentative de les recouvrir avec ce qui lui restait de peau. Le chirurgien présidant l'intervention n'arrêtait pas de répéter qu'il devait être médicalement impossible pour le sujet d'être encore en vie. Une infirmière, terrifiée qui a assisté à l'opération, a affirmé qu'elle avait vu la bouche du patient former un sourire plusieurs fois, à chaque fois que ses yeux croisaient les siens. Lorsque la chirurgie a pris fin, le sujet a regardé le chirurgien et a commencé à siffler fortement, essayant de parler en se débattant. Supposant que ça devait être important, le chirurgien a demandé à ce qu'on lui apporte un crayon et un calepin, afin que le patient puisse écrire son message. Il était simple. Continuez à couper. Les 2 autres sujets tests ont subi la même intervention, tous les 2 sans anesthésie. Cependant, il a été nécessaire de leur injecter un paralysant pendant la durée de l'opération. Le chirurgien n'arrivait pas à effectuer la chirurgie pendant que les patients riaient continuellement. Une fois paralysés, les sujets pouvaient seulement suivre les médecins des yeux. Le paralysant a été éliminé de leur système après une période anormalement courte et ils ont rapidement essayé de s'échapper. Au moment où ils ont pu recommencer à parler, ils ont recommencé à demander le gaz stimulant. Les chercheurs ont essayé de leur demander pourquoi ils s'étaient infligés ces blessures, pourquoi ils avaient arraché leurs propres entrailles et pourquoi ils voulaient de nouveau le gaz. La seule réponse qui a été donnée était « Je dois rester éveillé ». Les liens des 3 sujets ont été renforcés et ils ont été replacés dans la chambre en attendant de savoir ce qu'on allait faire d'eux. Les chercheurs
faisant face à la colère des bienfaiteurs militaires à cause de leur incapacité à atteindre le but qui leur avait été fixé, ont pensé à les euthanasier. L'officier commandant, un ancien agent du KGB, a au contraire vu du potentiel en eux, et a voulu voir ce qui se passait si on les replongeait dans le gaz. Les chercheurs s'y sont formellement opposés, mais leurs objections ont été ignorées. Afin de les préparer à être de nouveau scellés dans la chambre, les sujets ont été connectés à un moniteur électroencéphalographique, et leurs liens ont été renforcés pour un confinement à long terme. À la surprise générale, ils ont tous les trois arrêté de débattre au moment où quelqu'un a laissé échapper qu'on allait les remettre dans le gaz. Il était évident qu'à ce moment, ils avaient énormément de mal à rester éveillés. Un des sujets qui pouvait parler fredonnait d'une voix forte et sans s'arrêter. Le sujet muet appuyait sur ses jambes de toutes ses forces, d'abord la droite, puis la gauche, puis de nouveau la droite, afin d'avoir quelque chose sur quoi se concentrer. Le dernier sujet gardait sa tête au-dessus de son oreiller, et clignait des yeux rapidement. Ayant été le premier à avoir été relié à l'appareil, la plupart des chercheurs observaient ces ondes cérébrales avec surprise. Elles étaient normales la plupart du temps, mais affichaient parfois inexplicablement une simple ligne. C'était comme s'ils subissaient plusieurs morts cérébrales, avant que tout ne redevienne normal. Comme ils se concentraient tous sur le papier qu'ils sortaient du moniteur, seule une infirmière a vu ses paupières se fermer au moment où sa tête est retombée sur son oreiller. Ces ondes cérébrales se sont immédiatement muées en celles de sommeil profond, puis la ligne droite est apparue pour la dernière fois, alors que son cœur s'arrêtait. Le seul sujet restant en état de parler s'est mis à crier pour être scellé immédiatement. Ces ondes cérébrales montraient la même ligne droite que celui qui était mort après s'être endormi. Le commandant a donné l'ordre de sceller la chambre, avec les deux sujets à l'intérieur, ainsi que 3 chercheurs. Un des 3 qui a été nommé a immédiatement sorti son revolver et a tiré une balle entre les yeux du commandant. Puis a retourné son arme contre le sujet muet, lui faisant également sauter la cervelle. Il a ensuite pointé son arme vers le sujet restant, toujours attaché au lit, tandis que les membres restants de l'équipe médicale et de recherche fuyaient la pièce. L'homme a crié qu'il ne se laisserait pas enfermer là-dedans avec ces choses. Il a demandé qui ils étaient, et le sujet a souri. Il a répondu « Est-ce que vous avez oublié si facilement ? Nous sommes vous. Nous sommes la folie qui est cachée dans chacun d'entre vous, suppliant d'être libéré à tout moment dans votre esprit animal. Nous sommes ceux dont vous vous cachez toutes les nuits dans votre lit. Nous sommes ceux que vous rédigez au silence et à la paralysie lorsque vous rejoignez le paradis nocturne que nous ne pouvons fouler. » Le chercheur a marqué un arrêt, puis il a visé le cœur du sujet et a fait feu. L'appareil a alors affiché une ligne droite, indiquant que le sujet s'étranglait, laissant faiblement échapper quelques mots, si près d'être libre. C'est à cause de ce dessin animé, Angela Anaconda, vous savez, ce truc ultra bizarre. Ce dessin animé m'a toujours mis un peu mal à l'aise, parce qu'il était bizarre, faut l'avouer. Ces vrais faux visages en papier noir et blanc en plus. C'était vraiment spécial. Même maintenant, des années après, je me souviens par cœur du générique d'ouverture. Je suis sûr que vous aussi. Je vais commencer les paroles, et je suis sûr que vous pourriez les finir. Je m'appelle Angela, c'est mon nom. Bienvenue dans mon émission. Je vous présenterai mes amis. Et là, vous pouvez me citer la suite sans même chercher. Avouez que c'est assez bizarre que cette musique entre comme ça dans la tête. Mais bon, je ne suis pas ici pour vous faire une théorie du complot, non. Je suis ici car j'ai vécu quelque chose de traumatisant avec ce dessin animé. C'était en 2000, je crois. J'étais adolescent. Et je regardais Télétoon avant d'aller au collège. Oui, j'aime bien les dessins animés. Et j'ai vu un épisode très bizarre d'Angela Anaconda. Déjà que j'étais pas fan de ce truc avant. Le générique était un peu déformé, et les paroles ne voulaient rien dire. Je me disais que ça devait être un bug de ma télé. J'ai donc éteint, puis rallumé. Mais c'était toujours pareil. Au moment où normalement elle dit « Oh non, pas Nanette chérie », cette fois elle a dit « J'en suis sûr à 200%. Oh non, pas David Bottin. » Vous avez deviné, j'en suis sûr. David Bottin,
c'est moi. J'ai eu un moment de surprise, puis je me suis dit que j'avais du mal à comprendre. Sauf qu'il y avait ma tête sur l'écran, en format comme dans le dessin animé, mais mes yeux étaient rouge sang. Puis Nanette Manoir a pris une sorte de couteau et a tranché ma tête. Puis l'écran s'est arrêté. Plus rien. J'ai essayé de rallumer la télé, mais elle ne fonctionnait plus. Bon, j'avoue, je me suis mis à pleurer. J'ai eu si peur à cet instant. Mais je me suis dit que j'avais dû rêver. J'ai appelé à haute voix ma mère, mais aucune réponse. Je me suis dit qu'elle avait dû partir au travail. Je me suis alors assis dans le canapé, en essayant de me calmer, de me dire que ce que j'avais vu était le fruit de mon imagination. Et au bout d'une dizaine de minutes, j'ai entendu un petit rire derrière moi. Je me suis retourné, mais rien. Mais j'ai entendu des petits pas courir dans l'escalier. Sauf qu'il n'y avait personne dans la maison. Et j'ai hésité à me lever du canapé, mais il fallait que je sache. Oui, je sais ce que vous allez me dire, mais moi je me serais barré. J'y ai pensé. Mais j'ai voulu également savoir qu'est-ce qui était chez moi. Je me suis donc armé d'un couteau, puis j'ai commencé à grimper les marches. Sauf que j'ai encore une fois entendu un petit rire derrière moi. J'étais sûr qu'il allait n'y avoir personne, je me suis donc retourné. Sauf que cette fois, il y avait le visage affreux d'Angela Anaconda qui me regardait en souriant. Je suis tombé dans les escaliers, j'ai essayé de me sauver, sauf que cette chose m'a attrapé par les jambes et m'a traîné dans le salon. J'ai hurlé, mais il n'y avait personne. Je suppliais cette chose pour qu'elle me laisse tranquille, sauf qu'elle se contentait de rire. Elle avait beaucoup de force, elle avait un corps humain, il n'y avait que sa tête qui était en sorte de papier. Et ce n'était pas un masque, non, c'était sa putain de tête qui était en papier. Cette vision était cauchemardesque. Alors que cette chose essayait de me ligoter, un de mes voisins est entré dans la maison, suite au hurlement que j'avais poussé. J'ai regardé partout autour de moi. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait que moi, en panique d'après mon voisin, qui a essayé de me rassurer. Il a appelé ma mère qui est arrivée assez vite, et elle m'a conduit chez le médecin. Personne ne me croyait. J'avais beau leur jurer qu'il y avait Angela Anaconda vivante qui a essayé de me tuer. Personne ne me croyait. Tout ce que ma mère a trouvé à faire, c'est de me priver de télé. Elle m'a dit que je devais passer trop de temps devant et que ça devait me perturber. Bon. J'ai eu un arrêt pour ne pas aller au collège pendant une semaine. Le soir venu, je ne voulais pas aller dans ma chambre, j'avais trop peur. Mais j'y étais obligé. Et je l'ai revu, face à mon lit, debout, en me fixant de ses yeux. J'ai encore une fois hurlé, puis ça a disparu, quand ma mère est arrivée. Elle a essayé de me calmer, et comme je n'y parvenais pas, elle m'a dit d'aller dormir avec elle. J'ai réussi à m'endormir assez vite, j'étais épuisé, et je me demandais si ce n'était pas moi qui avais des problèmes. Plus tard dans la nuit, j'ai entendu quelqu'un siffloter à mon oreille, et j'ai reconnu le générique de ce fichier de dessin animé. J'ai ouvert les yeux, et la voix venait de derrière moi, à la place de ma mère. Je n'osais pas me retourner, mais Angela a poussé un hurlement tellement aigu que j'ai hurlé en faisant un bond. À la place de ma mère se trouvait Angela, qui avait son visage de papier couvert de sang. Avec son sourire, c'était une vision macabre. J'ai essayé de sortir du lit aussi vite que j'ai pu, mais encore une fois, je n'ai pas été assez rapide. Alors qu'elle tentait encore une fois de me ligoter, j'ai réussi à lui mettre un coup assez fort pour qu'elle me lâche, et j'en ai profité pour partir en courant. J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais celle-ci était fermée. J'ai entendu Angela me dire « Tu penses vraiment que j'ai laissé les portes ouvertes ?» Puis elle s'est mise à rire. J'ai été chercher un couteau, et une partie de cache-cache a débuté. Je me suis caché derrière une porte, et j'ai entendu me dire « On a besoin de toi, David, il manque des personnages dans la série. » J'ai pleuré en silence. Cela voulait dire que tous les personnages de ce dessin animé étaient des êtres vivants avant. Puis elle m'a dit « Allez, chante avec moi. Je m'appelle Angela, c'est mon nom. Bienvenue dans mon émission. » Elle chantait alors qu'elle fouillait la maison à ma recherche. Sa voix se rapprochait de moi. J'ai attendu qu'elle ait passé la porte pour sortir d'un coup de ma cachette. Et je lui ai planté le couteau dans la tête, qui s'est déchiré. Cette chose est tombée sur le cou. Elle convulsait, et plein d'encre sortait de l'entaille de son crâne. Elle me regardait puis m'a dit « Tu sais, David, tu aurais été un personnage secondaire génial. » Puis, elle a disparu dans un flot d'encre. Ma mère n'a jamais été retrouvée. Je pense que cette chose a réussi à la mettre dans une sorte d'autre monde.
Peut-être pour un épisode qui n'est jamais sorti. Quoi qu'il en soit, je n'ai plus jamais revu cette chose. Et je déteste plus que tout les dessins animés. Mais plus encore celui-là. Si l'un d'entre vous a vécu quelque chose de similaire, je vous crois sur parole. Car une histoire comme celle-ci, ça ne s'invente pas. Je m'appelle Angela, c'est mon nom. Bienvenue dans mon émission. Je vous présenterai mes amis. J'aime beaucoup les jeux vidéo. Je joue un peu à n'importe quoi. Sony, Nintendo, des trucs assez variés quoi. Un jeu m'a particulièrement marqué. C'est Super Mario Galaxy. Je ne suis pas un fan de Mario, mais j'aime beaucoup jouer à ces jeux. Et cet opus m'a particulièrement touché. L'ambiance, l'univers galactique, les musiques, tout y était. Le parfait contraire de ce que pense un de mes voisins d'appart, qui chie sur ce jeu et qui pense que l'opus sur Nintendo 64 est bien meilleur. Je n'ai jamais pu comprendre, mais fin de la parenthèse. Cependant, je l'ai prêté à un ami. Il ne me l'a jamais rendu. Et je ne l'ai d'ailleurs jamais revu. Donc, après plusieurs années, j'avais complètement oublié ce jeu. Jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo de let's play le concernant. Une vague de nostalgie s'empara de mon esprit, et je décidai de me reprendre ce jeu. En allant sur un site, quelqu'un proposait la bêta du jeu. Après tout, pourquoi pas? Ça pourrait être sympa. Je ne m'attendais pas forcément à quelque chose d'énorme, mais bon, pour faire passer le temps, tout ça. Alors j'ai demandé, et c'était bon. Après quelques jours, j'ai reçu la bêta dans un disque. L'écran titre était le même, à quelques détails près, mais rien de bien notable. Pas de fichier de sauvegarde, on commençait directement sur l'observatoire. Comme normalement quoi. Il n'y avait pas Harmony, ni Chocosta, ni aucun humain. Les niveaux étaient inaccessibles, et il n'y avait aucun mécanisme ou objet. Il y avait juste un téléporteur, près de l'endroit où devait être Harmony. Comme il n'y était pas dans le jeu d'origine, alors je suis allé dessus, voir s'il s'y passerait quelque chose. Et effectivement, Mario se téléporta, tout en haut de l'observatoire, vers une lumière bleue. À ma grande surprise, j'étais dans la sélection des niveaux, dans une galaxie inédite. Seulement, il n'y avait qu'un seul niveau. Un niveau appelé Galaxie oubliée. Elle représentait un crâne à l'allure assez cartoonesque. Du feu bleu sortait de ses orbites. Je me demandais si le niveau était avancé, ou au contraire venait à peine d'être commencé. Mais je n'allais pas tarder à le découvrir. Et je commençais directement le niveau. Pas de petite introduction, ni d'étoile à choisir. C'était un niveau fantomatique. Un décor sombre, une musique angoissante, etc. Bref, j'étais sur une route qui menait vers un anneau étoile. Et plus loin, un gigantesque manoir qui flottait. Je butais les 2-3 Skelerex qui passaient par là, et j'entrais dans l'anneau étoile qui, comme je le pensais, m'emmena directement dans le manoir. Jusqu'à là, rien d'anormal. Les énigmes étaient très faciles, éteindre une torche pour récupérer la clé, etc. Mais arrivé à un moment, tout change. C'était une petite salle. 2 plateformes se rejoignaient grâce à un petit rond. En bas, le vide absolu. Même pas des étoiles ou un trou noir. Non, le vide total. Rien d'embêtant, c'était peut-être juste le fait que les concepteurs n'avaient pas fini entièrement le niveau. Sur ce pont, il y avait quelques pièges. Des statues dans les murs de la pièce qui crachaient du feu, et il fallait attendre le bon moment pour passer. Et à côté d'eux, un petit peu plus en haut, se tenaient aussi des statues. Leur bouche était ouverte, et de l'eau en sortait. Comme des mini-cascades en quelque sorte. C'était assez poétique, mais les expressions des statues ne faisaient pas Mario. Comment expliquer? Les statues du feu avaient l'air normal, bien qu'elles avaient l'air très en colère. On pouvait ressentir de la haine dans leur visage, jusqu'à même penser qu'elles prendraient du plaisir si je me faisais brûler. Mais le plus inquiétant était l'expression des statues d'eau. Comment expliquer? Leur visage était vide, les yeux n'avaient pas de pupilles, et leur bouche semblait hurler au désespoir. Ou ce n'était que moi, mais je trouvais cela très inquiétant, pour un jeu Mario du moins. Donc j'avançais petit à petit, en essayant de ne pas me faire toucher par le feu. Et arrivé à la fin, je me fis toucher par le feu. Et Mario se transforma en cendre,
qui s'envolèrent. Ça n'a l'air de rien, c'est vrai, mais c'est Mario quoi. Ce n'est pas une mort d'un Mario. D'habitude, ça lui brûle les fesses et bah là non, transformé en cendres. Peut-être que ce niveau était un niveau test, et ils expérimentaient des mécanismes, des scènes pour le jeu final. Bref, j'ai recommencé, et je réussis finalement à passer le pont. Problème, un autre défi. La porte était bloquée, et un ennemi apparut. Un nouvel ennemi, que je n'avais jamais vu dans le jeu original. C'était un crâne avec une armure et des gants. Tout le reste était fait de fumée violette. Un monstre à l'allure assez enfantine. Apparemment, il fallait le battre pour obtenir la clé. Seulement, petit souci, je ne savais pas comment le battre. Rien à faire. Je sautais, je tournoyais, vraiment rien. D'un coup, le squelette sortit une sorte de lasso, avec un crâne au bout, qui ne faisait que gigoter, et il l'envoya sur moi. Ne pouvant éviter l'attaque, je me le pris en pleine figure. Et encore une fois, quelque chose de dérangeant. Mario se fit traîner par le lasso, ce dernier l'étranglant, jusqu'à ce qu'elle se couche à terre, épuisée. J'étais toujours autant dégoûté, pas par le geste en lui-même, mais parce que c'était Mario. Et de toute façon, il n'y avait rien à faire. Je n'arrivais pas à battre cet ennemi. J'imagine que la bêta s'arrêtait ici. En faisant quelques recherches, je vis que j'avais raison. La bêta a été faite pour tester de nouveaux mécanismes, etc. Mais les développeurs, trouvant certaines mécaniques assez malsaines, les retirèrent du jeu. En même temps que l'ennemi et les morts de Mario. C'est peut-être mieux ainsi. C'est vraiment dégueulasse pour un Mario, je trouve.